Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Écris-moi l'histoire. Aujourd'hui, nous rencontrons Eulalie Lombard, auteure indépendante, qui a déjà écrit de nombreux romans disponibles sur Amazon. J'ai décidé de m'intéresser au sujet comment allier nos perceptions contemporaines avec les réalités historiques de l'époque que nous souhaitons écrire. Eulalie a accepté de répondre à mes questions. Je vous laisse à votre visionnage. Bonjour Eulalie. Pour débuter, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de ton parcours en tant qu'auteur ? Je m'appelle Eulalie Lombard, j'ai 24 ans et je suis auteure auto-éditée depuis maintenant 2 ans, auto-éditée sur Amazon du coup. J'écris principalement des romans avec de la magie, donc fantasy ou fantastique, mais j'écris aussi de la romance historique qui se déroule principalement en Écosse parce que c'est un pays qui me passionne et que j'ai eu la chance de visiter. J'ai la chance de faire ce métier à temps plein. Je sais que c'est pas permis à tout le monde, donc vraiment je savoure ma chance et mon bonheur. Et voilà. Et en ce moment, je commence un nouveau projet de romance historique, justement. Donc, ça tombait très bien. Justement, comme tu es en plein dans les recherches pour ton prochain roman, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthodologie, de tes sources, des éléments que tu vas aller rechercher en priorité lors de cette phase de recherche pré-écriture? Ce que tu fais là actuellement et ce que tu as pu faire lorsque tu as écrit Pour l'amour d'un Highlander ou Juste un sourire. Pour l'amour d'un Highlander, j'avais fait moins de recherches dans le sens où cette époque-là, je la connaissais déjà bien. Parce qu'une de mes sources d'inspiration, ça a été la série Règne sur Mary Stuart. J'adore cette reine et j'ai lu beaucoup de choses sur elle. Donc, j'avoue que j'avais déjà des bases. Et en plus, comme l'histoire se déroule sur des îles, donc sur les Hébreux d'extérieur en Écosse. Ils sont un petit peu, pas isolés, mais ils étaient moins présents forcément dans certaines parties de l'histoire à ce moment-là. Donc j'avoue que historiquement, c'est un peu moins précis que ce que je vais faire dans ma prochaine saga. Mais c'était un choix aussi de ma part parce que j'aime bien mêler fiction et faits réels. Je trouve que c'est le mieux, surtout que bah, à ces époques-là, on peut pas être parfaitement précis. On ne sait pas vraiment tout ce qui s'est passé. On a beau avoir des traces, etc. Ça reste quand même très Enfin, ça reste de la fiction quand on écrit dessus. Du coup, pour cette saga-là, en fait, j'ai eu l'idée quand j'étais en Écosse, justement. Le château, c'est Elean Donan Castle qui m'a inspiré cette histoire parce qu'en fait, je l'ai visité. J'ai adoré et après, je me suis posée. En fait, ce château, il est sur une île et après, quand tu sors de l'île, t'as un café, t'as la boutique, etc. Et du coup, je me suis posée là et j'ai commencé à écrire toutes mes idées. Enfin, des 3 tomes, en fait, j'ai eu les 3 histoires qui se sont posées d'affilée. Et du coup, j'avais un petit peu, bah, enfin, j'étais dans l'ambiance du château. Je savais que ce château, il avait été construit en point stratégique par rapport aux Vikings à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'invasions vikings autour des années 1200, 1300. Enfin, ça, c'était la fin de la période viking. Il y en avait beaucoup plus vers 1000, 1100. Donc voilà, donc j'avais déjà un peu, on va dire, le bain de l'ambiance du roman qui mêlerait Highlander et Viking. Mais là, au moment de commencer à faire le plan, il fallait quand même que je sois plus précise. Donc j'ai commencé mes recherches. Alors j'avoue que je sais pas si on peut dire que j'ai une méthode précise. Il fallait que je trouve à quelle date commençaient vraiment les histoires par rapport aux faits qui se sont réellement passés. Et je savais aussi qu'il y avait peut-être des faits réels que j'allais pas utiliser parce que bah soit ils correspondaient pas à mon histoire, soit ils apportaient rien. Après, j'ai pas envie de faire un livre historique, quoi. J'ai pas envie d'apprendre l'histoire à mes lecteurs, c'est pas du tout le but. Du coup, je voulais commencer à me renseigner. Et bah, en fait, le château, il a été construit à partir des années 1200 à peu près, donc j'ai commencé à me renseigner sur ces années-là, soit par internet, soit par des romans. J'ai acheté un gros livre en anglais sur l'histoire de l'Écosse. Ce livre-là, il m'a surtout servi. Bah, alors, il y a une partie historique, mais ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup d'encarts sur comment ils vivaient, sur un peu aussi leur culture, parce que c'est quand même assez païen. Enfin, c'est un mélange entre du christianisme et leur légende à eux. D'ailleurs, ils appellent ça le Scottish Christianism. Ce qui est assez drôle, genre c'est leur christianisme à eux presque, parce qu'ils font un peu des mélanges avec leurs légendes, en plus selon les régions, ils n'ont pas les mêmes légendes, enfin voilà. Donc c'est super intéressant. Et après, j'ai aussi acheté un livre en français sur l'histoire de l'Écosse, là pour être assez précise. Et j'ai surtout lu en fait la période qui m'intéressait un petit peu avant, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment le pays s'est construit, parce que c'est un pays qui a beaucoup de peuples différents qui se sont mélangés. Donc, c'est super intéressant ce côté culturel et même mélange un peu ethnique. Et après, quand j'ai eu repéré la période qui m'intéressait, là, j'ai un peu peaufiné, parce que du coup, comme il y a des Vikings, tu avais aussi mentionné les rois Vikings de l'époque. Du coup, il fallait que je me renseigne sur eux. Et du coup, là, je me suis aussi acheté un livre sur les Vikings, parce que pour le coup, j'ai moins de connaissances que pour les Highlanders. Enfin, mes connaissances se résument aux séries que j'ai regardées, genre The Last Kingdom et Vikings. Donc bon, on va pousser un peu plus le truc. Donc voilà, ça, je l'ai pas encore lu, mais c'est surtout pour leur quotidien, plus que pour qui régnait. J'ai envie de savoir comment ils vivaient au jour le jour, qui faisait quoi, enfin, plus leur vie en communauté qui m'intéresse.
pense qu'il faut... Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet, bien sûr, mais pour ce qui est de la culture et leur façon de vivre au jour le jour, qui est quand même quelque chose d'essentiel, parce que le roman, il se passe pas que sur les événements graves, pas que sur les guerres, bah, je trouve que les livres sont quand même un peu plus pointus, un peu plus intéressants. Donc pour toi, c'est fondamental pour un auteur de se plonger dans leur vie quotidienne pour pouvoir écrire l'histoire? Je vois pas comment... Enfin, il y a les séries, parce que par exemple, moi, une source d'inspiration, c'est aussi Outlander. J'ai lu les livres surtout, parce que j'adore, c'est une de mes auteurs préférées, elle écrit très très bien, et elle a vraiment retranscrit comment c'était à l'époque, etc. Et puis la série, ce qui est bien avec la série, c'est les costumes et ce genre de choses pour vraiment se rendre compte. Mais oui, c'est important parce que c'est dur pour nous, je pense, d'imaginer comment ils vivaient, parce que c'est tellement différent de nous. Et même, c'est des choses tout bêtes, mais des fois, en tant qu'auteur, on se dit, ah bah, ils vont se déplacer. Non, mais attends, il faut qu'ils prennent des chevaux. Mais attends, mais ça va à quelle allure un cheval? Enfin, en fait, on se retrouve avec des problématiques qui sont tellement éloignées de ce que nous on vit, ou même des fois, tu sais, il se passe quelque chose, mais genre loin, et il faut prévenir les personnages. Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de pigeon voyageur, ça n'existe pas, tu vois, c'est dans Game of Thrones. Du coup, bah, bon, bah, faut envoyer quelqu'un, mais le mec à cheval, il met 7 heures. Bon, bah, tu le sauras dans 7 heures, du coup, qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, voilà, il faut se confronter à leurs problématiques de l'époque. Et du coup, c'est vrai qu'on doit apprendre à réfléchir différemment, je pense. Et est-ce que c'est difficile de se détacher de notre façon de penser actuelle, enfin de se mettre dans leur peau en oubliant nos habitudes à nous et nos connaissances du 21e siècle? J'ai envie de dire oui. Non. Mais en fait, au début, oui. Quand tu commences, il faut vraiment se mettre un peu, je trouve, des barrières en se disant non, mais ça c'est pas possible. Ça, je peux pas le faire. Ça, il faut que je sois plus patiente. Mais après, je trouve que quand on l'a fait, enfin, quand tu es immergé dans ton livre et que tu es vraiment en train de l'écrire et que tu es avec eux et que tu as pris l'habitude, ça va. Mais c'est les débuts, il faut s'y faire, quoi. En tant qu'auteur et femme du 21e siècle, est-ce qu'il y a parfois des mœurs ou des coutumes qui te hérissent le poil dans les époques et les cultures auxquelles tu t'intéresses? Oui, beaucoup. Je pense que c'est impossible de pas s'insurger de comment les femmes étaient traitées avant. Enfin, concrètement, à part servir à se reproduire et faire à manger, enfin, c'est vrai ce que je dis, mais c'est presque ça, quoi. Et elles n'avaient pas trop voix au chapitre, à part certaines femmes bien nées, haut placées, ce genre de... Ces chanceuses-là, en fait. Mais oui, forcément, des fois, on lit des trucs et on se dit, ah, ça va être compliqué, ça. Je cautionne pas du tout. Je cautionne pas du tout. Mais après, il faut... Enfin, c'est dur de trouver le juste milieu entre réalisme et féminisme, en fait. Faut le juste dosage. Et ça t'influence forcément un petit peu dans ton écriture, non? Ah, oui, oui, totalement. Bah après, deux arguments. J'arriverai pas à écrire une histoire où la femme, elle a absolument pas son mot à dire, où elle doit juste se taire, faire à manger, faire un enfant. Enfin, ce serait horrible déjà. Ça n'aurait pas d'intérêt parce que ce serait d'une tristesse incroyable. Et puis, je pense que personne n'a envie de lire ça non plus parce que justement, on veut autre chose parce en tant que femme, parce que cette époque-là, c'était horrible. Donc, on veut pas le revivre à travers un livre non plus, quoi. Mais justement, est-ce que c'est dur de mettre notre vision et nos habitudes de côté pour pouvoir coller à la réalité historique? Parce que par exemple, on pourrait pas faire une femme qui est complètement indépendante, qui ne dépend absolument pas d'une figure masculine, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. T'avais pas le droit d'avoir ton argent, t'avais pas ton mot à dire pour te marier. Enfin, tu te taisais, quoi. C'était... Non, je pense que c'est très compliqué de se détacher. Bah, je t'avoue que du coup, comme on savait qu'on allait faire cette interview et tout, j'ai essayé d'analyser mes propres livres et je me suis rendu compte, enfin, il y a des choses que j'ai fait consciemment et d'autres que j'ai fait inconsciemment, en fait, parce que ça coulait de source et aussi parce que bah, mes héroïnes, elles ont des fortes personnalités, etc. Ça, c'était un choix. Mais oui, je pense que c'est très dur de se détacher de notre vision de femme du 21e siècle parce que nous, on nous a appris qu'on avait des droits et on y tient à ces droits. Donc forcément, se dire qu'ils n'existaient pas et les mettre en avant, c'est dur, c'est super dur. Mais pour le coup, je sais que mes romans, j'ai eu beaucoup de... Enfin, pour l'amour d'Highlander et Juste un sourire, j'ai eu beaucoup de retours assez contradictoires parce que parfois, on m'a reproché que mes héroïnes étaient trop modernes et que du coup, c'était pas forcément réaliste. Et d'autres fois, on m'a reproché certaines scènes qui sont pas féministes parce que j'essaye de coller à la réalité de l'époque. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que vraiment le juste milieu est compliqué parce qu'on arrive à me reprocher les deux choses
alors que j'essaye d'être entre les deux et de ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué hein, de plaire à tout le monde et c'est justement ce que nous disait Gaïda dans la dernière interview. Elle nous disait que elle, son roman, eh bien, soit c'était la première partie qui avait plu, celle qui était plus historique, soit c'était la deuxième qui était plus fantastique et qu'elle avait reçu des commentaires, en fait des avis négatifs, que ce soit parce que la première partie n'avait pas plu ou parce que la deuxième n'avait pas plu. Ça m'étonne pas du tout, mais enfin, déjà, tous les lecteurs ont quelque chose à dire et je trouve ça normal. Enfin, même dans d'autres de mes livres, on m'a reproché des trucs, je comprends, mais ça fait partie de l'histoire. En fait, l'histoire est comme ça. Après, bah, ça plaît ou ça plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà, mais oui, en tout cas, moi, je sais qu'on m'a reproché les deux extrêmes et du coup, ça me fait un peu rire parce que bah, vous aurez voulu que j'écrive quoi, du coup? Enfin, personne n'est d'accord, en fait. Personne n'avait les mêmes attentes et ce que je conçois. Mais du coup, bah, des fois, j'ai juste envie de dire, bah, le livre, il est tel que moi, je l'ai imaginé, tel que je l'ai voulu. Après, il vous plaît pas, bah, c'est comme ça, quoi, c'est le jeu. En tant qu'auteur, on fait forcément des choix et toi, justement, tu viens de nous le dire, tu as des personnages féminins qui sont très forts, comme Adrasté ou Greer. Et est-ce que c'était une volonté consciente de ta part d'intégrer un petit peu de féminisme dans ta romance historique, ou est-ce que c'est après, rétrospectivement, que tu t'es dit ah oui, c'est vrai que ça allait un peu féministe, je veux dire. Elle est trop dure, cette question, parce que je pense que c'était beaucoup inconscient. Euh, alors déjà, pour l'amour d'un Highlander, quand je l'ai commencé, c'était vraiment... En fait, à cette époque-là, je lisais beaucoup de romans historiques, je regardais Reign, enfin, j'étais à fond là-dedans. Et je l'ai commencé pour le fun. Enfin, je savais à peu près où l'histoire allait parce que je commence jamais un roman sans savoir ce qui va se passer. Mais je l'écrivais vraiment sans prise de tête et tout. Et comme ça a vite rencontré du succès sur Wattpad, j'ai pris un peu mon histoire plus au sérieux. Et en fait, Adrestée, euh, on la trouve forte, surtout parce que elle n'est pas du genre à se taire, en fait. Enfin, la première chose qui fait qu'on la remarque, c'est parce qu'elle est assez prétentieuse et du coup, elle aime qu'on la remarque. Et c'est pour ça qu'on trouve, je pense que c'est pour ça qu'on trouve qu'elle a une forte personnalité parce que, en fait, elle n'est pas discrète comme les femmes de l'époque. Elle est tout sauf discrète. En fait, elle veut pas être discrète. C'est pas du tout son genre. Et je pense que c'est en ça qu'elle est moderne. Mais en même temps, il y a une part de moi qui se dit, je pense pas que à cette époque-là, surtout à la cour de France, parce qu'elle est française, je pense qu'il y en avait plein d'autres des femmes qui aimaient être remarquées. Enfin, c'était pas. Enfin, je veux dire, c'était une femme de la haute société, elle avait de l'argent, elle avait des beaux vêtements, elle était belle. Enfin, elle avait tout pour ça, donc je pense pas qu'elle aurait pu ne pas exister en fait. Je suis sûre qu'il y a déjà eu des femmes qui aimaient être remarquées comme ça. Enfin, c'est pas si improbable. Après qu'elle ait du répondant et qu'avec Darren, elle se laisse pas faire, là, je dis pas, peut-être pas qu'il y aurait eu des femmes comme ça, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire et au final, c'est ce qu'il aime, Darren, c'est qu'elle soit comme ça. Enfin, il n'aurait pas aimé une femme qui aurait pas eu ce répondant, qui aurait pas eu cette personnalité aussi forte, parce que lui aussi, il a une forte personnalité. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont accordés, quoi. Donc oui, j'avoue qu'elle est moderne, mais en même temps, ce côté prétention, ce côté se montrer, etc., me semble pas si déphasé de ce que pouvait être la vie de cour, quoi. Par contre, c'est vrai que Greer, pour le coup, elle est très moderne parce que c'est elle qui dirige déjà. C'est elle qu'on suit, c'est à elle qu'on demande, c'est à elle qu'on obéit. Et ça, oui, je pense que c'était plus une volonté consciente, plus qu'inconsciente. Enfin, un peu des deux quand même, on va pas se mentir, parce que c'est après coup qu'il y a des choses que j'ai réalisées. Mais pour moi, ça allait dans le courant de l'histoire par rapport à son histoire personnelle. Et puis pour le coup, oui, enfin, tout ce qu'elle a vécu a fait qu'elle est devenue très dure et parce qu'elle n'a pas eu le choix. Et concrètement, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu arriver, une femme qui soit devenue très dure à cause d'événements tragiques, en fait, parce que ça arrive encore de nos jours, ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. Et du coup, c'est vrai elle est très moderne dans sa façon de gérer les choses, en fait, de gérer son clan, de s'imposer. Mais en même temps, ça reste une femme qui a vécu des traumatismes et dans cette partie-là de sa personnalité, elle n'est pas si moderne que ça parce qu'il y en avait à toute époque et à tout âge. En fait, on m'a souvent dit mes héroïnes sont très modernes, mais concrètement, mes héros le sont aussi parce qu'ils aiment leurs femmes telles qu'elles sont. Enfin, c'est comme ça qu'ils les aiment. Ils auraient pu choisir des femmes avec moins de personnalité ou se lasser d'elles et
pas supporter, etc. Mais c'est quand même avec elle qu'il se passe quelque chose. Au fur et à mesure que tu parles, j'en viens à me dire que si ça se trouve, il y en a eu beaucoup plus des femmes importantes dans l'histoire et que c'est juste que au fil des siècles, on a perdu les preuves et les traces écrites ou alors qu'elles ont été cachées derrière une figure masculine. Ah, mais bien sûr, mais le nombre de femmes qui ont été effacées par l'histoire, ça rend dingue. Ça rend dingue. Mais c'est un peu ça parce que souvent, il y a une expression qui dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et je pense que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques ou autres qui ont réalisé des grandes choses parce qu'ils avaient une épouse à leur côté pour les soutenir. Enfin, on avance plus loin à deux que tout seul, quoi. Donc, c'est sûr. Mais en tout cas, pour cette question de personnalité, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup débat. Mais une part de... Enfin, je me dis qu'en fait, c'est pas parce que à l'époque, les femmes, elles étaient dépourvues de droits qu'elles étaient forcément dépourvues de personnalité. Donc, même si elles sont modernes, il y a une petite part de moi qui espère que des femmes comme elles ont existé. Parce que, au final, c'est grâce à des femmes comme elles qui étaient en avance sur leur temps et qui ouvraient leur gueule, hein, clairement, que les femmes d'aujourd'hui ont les droits qu'elles ont, quoi. C'est sûr. Et à titre personnel, le personnage principal du premier tome de ma saga historique, c'est une femme et justement elle n'accepte pas de pas pouvoir avoir ce qu'elle veut juste parce que c'est une femme. Que ce soit le seul argument qu'on lui oppose en fait. Et ça, j'espère quand même que ça a existé. Je me dis que même en ayant été éduquée dans l'optique qu'une femme était inférieure à un homme, comment est-ce qu'on pouvait vraiment accepter ça? Après, est-ce que dans ces cas-là, moi je pense ça parce que je suis une femme du 21e siècle et que j'ai été éduquée comme telle, je sais pas. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est parce qu'on est éduqué comme ça. Mais après, je pense que nos personnalités, à mes yeux, c'est un mélange entre de l'acquis et de l'inné. Parce qu'il y a des gens qui ont tout de suite des personnalités très fortes. Je vais donner un exemple tout bête, mais j'ai une nièce qui a bientôt 6 ans. Ah, je peux te dire que quand elle a décidé quelque chose, elle l'a décidé, hein, et son idée, elle est pas ailleurs que droit dans sa tête. Et du coup, je me dis, mais ça changera jamais. Et c'est déjà là. Si tôt, c'est bien que ça fait partie d'elle. Et du coup, forcément, enfin, il y a forcément eu des femmes qui avaient des fortes têtes ou qui aimaient pas qu'on leur dise ce qu'elles devaient faire. Et peu importe qu'elles aient été élevées comme ça devait les saouler. Ça devait profondément les saouler. Donc, euh, donc oui, non, je trouve aussi enfin, je pense aussi qu'il y a eu des femmes quand même qui se sont rebellées et qui ont dit ce qu'elles avaient à dire en tout cas. J'espère, je t'avoue. Et justement, ce dosage entre réussir à être dans la réalité historique en mettant de côté ta perception contemporaine et en même temps en intégrer un petit peu, est-ce que c'est difficile à définir? Parce qu'on ne peut pas complètement s'affranchir de notre perception à nous, parce que finalement, c'est ce que les lecteurs, enfin les lectrices, dans le cas des romances historiques, vont rechercher. Elles seront plus intéressées par une femme qui sera forte, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont des caractères forts dans les romances historiques, que par une femme qui finalement va correspondre à la femme parfaite de l'époque en fait. Je pense que ça dépend de l'intention que tu mets dans ton roman aussi. Parce que je vois pour le coup, pour l'amour d'Highlander et Juste un sourire, ça reste assez léger. C'est des romances, vraiment romances, j'ai envie de dire à l'eau de rose, quoi. C'est la romance qui est centrale. Et je sais que dans ma prochaine saga, la romance sera centrale aussi, mais j'incorpore un peu plus d'histoire dans le sens où bah, il y a les Vikings et les Highlanders et il y avait beaucoup de combats. C'était quand même assez sanglant à cette époque-là. Et il y aura aussi cette partie bah, de cruauté, en fait, qui est réaliste, mais qui, du coup, va un peu faire que c'est moins à l'eau de rose, on va dire, que ce sera un peu plus trash. Donc, du coup, ça dépend vraiment de l'intention qu'on veut mettre, ce dosage, je trouve. Parce que pour le coup, celui-là, je pense qu'il sera un peu moins moderne pour ce côté-là, ce côté très, très Game of Thrones, j'ai envie de dire, où tout le monde peut y passer, quoi. Donc oui, ça dépend de l'intention. Après, est-ce que c'est fait consciemment, inconsciemment? Je pense que ça se fait soit en écrivant le plan, soit au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais au final, c'est vraiment à mes yeux, je trouve que c'est vraiment les petites choses du quotidien qui marquent la différence parce que c'est ce que les personnages font dans la journée. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu du tout les mêmes journées que nous, quoi. C'est incomparable. Et c'est dans ces tout petits détails qu'on voit vraiment la patte historique qui est approfondie ou non. Donc oui, consciemment, inconsciemment, je sais pas. Naturellement, peut-être. Bah, naturellement, oui. Enfin, pour moi, en tout cas, maintenant, parce que c'est pas mon premier livre historique, donc je commence à maîtriser le truc. Mais je pense qu'au début, c'est à tâtons. C'est
C'est pour ça qu'il faut avoir des bêta-lecteurs aussi, c'est pour ce genre de retour et d'impression. Savoir si c'est pas trop, si c'est pas assez, ce genre de choses. Ça amène super bien ma dernière question, celle avec laquelle j'aime beaucoup clore mes interviews parce que je pense que ça peut apporter beaucoup autant aux auteurs qui nous écoutent que à moi en tant qu'auteur. Quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner, que tu pourrais donner à des auteurs qui voudraient se lancer dans l'écriture historique? Alors, déjà, je dirais qu'il faut bien choisir son époque et son lieu parce que, bah, ça joue beaucoup, hein. Tous les pays ont eu, des histoires très différentes, même s'il y est bien sûr en Europe, mais il y a à la fois l'histoire et à la fois justement la culture que personnellement je trouve très importante, que ce soit le quotidien des gens à cette époque-là ou leurs coutumes en fait. Parce que par exemple les Écossais, ils se réunissaient, ce genre de choses. Enfin, il y avait leur vie en communauté était pas la même que par exemple en France où, bien sûr il y a des choses qui se relient, hein, parce que les gens s'entraidaient, parce qu'ils avaient pas beaucoup de moyens et cetera. Mais il y a des coutumes qui diffèrent d'un pays à l'autre selon la culture, selon, les époques, où il faut penser enfin, c'est tout bête, mais avec, la religion aussi, parce que selon le christianisme, le protestantisme, il y a quand même eu beaucoup de coutumes différentes qui relient aussi l'histoire, bien sûr, à l'époque où ils s'entretuaient tous. Époque très sympathique d'ailleurs. Mais oui, je pense qu'il faut d'abord enfin, je suis une auteure architecte, du coup, j'ai tendance à tout construire avant d'écrire. Genre là, par exemple, là, j'ai écrit le plan des 3 livres à peu près, mais j'ai pas encore lu le livre sur les coutumes vikings. Du coup, j'arrive pas à me lancer alors que les coutumes vikings, j'en ai besoin pour le tome 2, voire le tome 3. Mais tant que je l'aurais pas lu, je sais que j'arriverai pas à me lancer alors que j'en ai pas besoin pour écrire le 1. Parce que j'ai besoin de construire, parce que je suis comme ça. Mais on est tous différents. Il y a des auteurs qui se lancent directement dans l'écriture et qui font peut-être leurs recherches au fur et à mesure, et ça ne me pose aucun problème. Mais je pense quand même que les recherches doivent être faites, à moins que vous soyez diplômé en histoire, bien sûr. Dans ce cas-là, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Mais c'est dur de présumer, c'est dur de... Enfin, c'est impossible en fait, surtout qu'à un siècle près, il y a des choses qui n'étaient pas créées, etc. Enfin, voilà. Après, ça dépend si vous voulez faire des petits anachronismes. Moi, je sais que j'en ai fait un ou deux. Je me le suis permis parce que j'en avais envie. Et après, c'est un choix de l'auteur, hein. C'est chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, je peux que vous conseiller de lire des choses ou de regarder même des séries, lire des livres de cette époque-là, de l'époque qui vous concerne, dans le pays qui vous concerne, parce que vous apprendrez forcément quelque chose. Enfin, même moi qui adore l'Écosse, qui ai visité un mois l'Écosse, qui ai lu plein de livres sur l'Écosse, j'arrive encore à découvrir de nouvelles choses. Donc, on a toujours de quoi s'enrichir. Enfin, vous vous enrichirez en tant que personne et vous enrichirez votre livre, donc c'est tout bénef. Ensuite, comme conseil, bah, je pense pas après qu'il y ait un conseil qui soit propre aux romans et aux romans historiques, parce que quand vous avez maîtrisé la partie historique, après, c'est écrire le roman, donc enfin, c'est vos personnages, votre intrigue, ce que vous avez envie d'y mettre, ce que vous voulez faire ressentir au lecteur, tout ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, c'est très personnel. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as pu dire depuis le début de cet entretien et avec ces conseils que je trouve vraiment, vraiment super. Donc je voulais te remercier pour le temps que tu m'as accordé, la sagesse avec laquelle tu m'as répondu et voilà, enfin, merci pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou un commentaire si elle vous a plu et à vous abonner pour être tenu informé de toute nouvelle sortie. Si jamais vous souhaitez me suivre et me soutenir dans ce travail de chronique et dans mon travail d'auteur, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le nom de toyjessie.books. Les liens sont tous en description, je vous laisse aller jeter un œil. À la prochaine!